BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on évoque la protection des épargnants avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Il y a beaucoup de questions qui ont évolué ces derniers temps. Les crises obligent. Ayant trait à la protection de notre épargne finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui maintenant que les mécanismes ont nécessairement dû s'adapter ? Petit problème de micro visiblement, j'imagine qu'on va essayer de rétablir tout ça. Est-ce qu'on entend Benoît ? Benoît, essayez. Non, visiblement il y a un problème de micro, donc j'imagine qu'on va venir comme régulièrement nous changer tout ça et vous rendre la parole pour qu'on puisse éventuellement vous entendre. Voilà, est-ce que tout va mieux maintenant ? Ben voilà, tout va mieux. Alors, où est-ce qu'on en est, Benoît, de ces mécanismes de protection de notre épargne ? Cédric, vous l'évoquiez. Crise de 2008, la crise des banques a engendré cette crise, celle de 2011, la crise des dettes de l'État. Et cette crise de dette de l'État fait que le renflouement des caisses de l'État a été réalisé in fine par le contribuable, puisque je rappelle que la Commission européenne a approuvé pas moins de 4 500 milliards d'euros d'aide aux établissements financiers. Alors, qu'est-ce que a décidé le régulateur européen ? Le régulateur européen a décidé plus jamais ça. Et il a pris un ensemble de mesures qui se sont transposées, si je puis dire, dont les véhicules de transposition ont été des textes, deux directives de mai et d'avril 2014 et un règlement de juillet 2014 qui sont là, du coup, applicables en droit interne par une ordonnance française de juillet 2015. Et qu'est-ce que nous dit cette ordonnance ? Ces ordonnances, elle nous dit, voilà, donc on va établir un mécanisme de protection des épargnants différent pour que, in fine, ça ne soit pas l'État qui paye, mais que ça soit ceux qui sont fautifs, si je puis m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui se passe justement aujourd'hui en cas de défaillance ? En cas de défaillance, les mécanismes aujourd'hui, c'est simple, avec le mécanisme de surveillance et le mécanisme de résolution qui ont été pris, font que on a une garantie qui est à différents niveaux. D'abord, il faut distinguer selon que l'on a des avoirs qui sont déposés en cash dans une banque ou en titre dans une banque. Le cash est garanti à hauteur de 100 000 euros. Ce cash-là, c'est notre compte courant. C'est votre compte courant, mais c'est aussi le PEL et le CEL, le compte épargne logement, et le plan d'épargne logement. Pour ce qui est, ça c'est intéressant aussi parce qu'on l'oublie souvent, pour ce qui est du livret A et du LDD, dont on connaît la surface des encours, eh bien, pour ces montants-là, ils sont garantis par l'État. Là encore, à hauteur de 100 000 euros, mais on sait qu'avant d'arriver à 100 000 euros sur un livret A ou un LDD, il faut le détenir depuis de nombreuses années. Les titres, en revanche, eux aussi sont garantis parce que vous pouvez déposer des titres dans une banque et cette banque peut faire défaut, les dépositaires, et si elle fait défaut, les titres ne vous appartiennent plus. Donc ils sont garantis à hauteur de 70 000 euros, c'est un mécanisme un peu distinct. Voilà, nous sommes aujourd'hui avec un fonds de garantie des dépôts et des résolutions qui est couvert à hauteur de 3 milliards d'euros. C'est quand même relativement faible eu égard à l'ensemble des actifs qui sont déposés. Du coup, quelles sont les garanties ? Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ce danger ? Alors, on peut se prémunir de ce danger tout d'abord en multipliant les comptes. Ça, c'est évident. Oui, d'accord. C'est vraiment par compte et pas par établissement financier. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder la solvabilité, la notation, le bilan, les comptes de résultats. Regarder, en quelque sorte, quel est l'état financier de la banque où vous avez vos avoirs en cash, car c'est là où le problème existe le plus, puisque les titres c'est quand même un peu plus, ce serait un peu plus rare, on va dire, de voir le dépositaire qui ferait défaut. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut aussi, c'est peut-être avoir non pas du cash dans une banque, mais peut-être souscrire des contrats d'assurance vie. Oui, donc, les déposants, si jamais la banque fait défaut, ils pourraient se voir justement piquer tout ce qui est au-dessus des 100 000 euros ? Alors, le mécanisme de surveillance unique qui a été mis en place avec un mécanisme de résolution unique, donc je rappelle que la résolution unique, c'est quoi ? C'est l'action d'avoir une résolution, c'est de résoudre un problème. Et le problème, il est quoi ? Le problème, il est la défaillance de la banque. Alors, justement, ça c'est la nouveauté des directives et de règlements qui ont été transposés en droit interne, qui s'appliquent à partir du 1er janvier de cette année. On est dedans. Bon.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a ce qu'on appelle le renflouement interne, le buy-in, en opposition avec le buy-out, le renflouement externe qu'on a connu à la faveur des différentes crises. Qu'est-ce qui se passe là? Concrètement, on va appeler d'abord les actionnaires de la banque qui fait défaut. Puis, on va appeler les créanciers avec une différence selon la seniorité de la dette, c'est-à-dire selon l'ordre d'exposition des créanciers. Et puis après, on peut appeler le particulier qui a du cash dans la banque et à hauteur de 100 000 euros. Alors, la Commission européenne nous donne quelques chiffres. Il y a à peu près 1577 milliards d'euros dans les livres des banques, et plus des 2/3 sont détenus par, sont inférieurs, le montant est inférieur à 100 000 euros. Donc on voit qu'il y a quand même une protection. Ils ne sont pas concernés. Je voudrais juste rappeler quelque chose, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur le sujet. Il ne faut pas oublier qu'il y a des mesures aussi exceptionnelles et temporaires qui peuvent exister. C'est-à-dire que cette couverture va jusqu'à 500 000 euros si par exemple, le produit de la vente de votre habitation a été déposé sur le compte, et vous pouvez le prouver, c'est-à-dire dans les 3 mois qui suivent. Le produit, le cash que vous avez sur votre compte provient d'une succession, d'une donation, d'un legs. Bref, il y a eu un événement, on va dire, qui fait que notre compte en banque dépasse les 100 000 euros, et qu'à ce moment-là, la banque fait faillite, on peut être protégé à hauteur de 500 000 euros. D'accord. Donc ça, c'est quand même une mesure aussi de tempérament. Et qu'est-ce que souhaite le régulateur européen? Qu'est-ce que souhaite l'État français? Qu'est-ce que souhaitent les 28 États de l'Union? C'est la BCE qui supervise tout ça, en accord avec les mécanismes internes, notamment en France la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui va vérifier que effectivement on applique ces textes. Et il a été créé aussi un conseil de résolution unique et demain un fonds de résolution unique. Et ce fonds devrait être doté de 55 milliards. Donc, parce que le risque qui pèse sur nos propres épaules, entre guillemets, il est automatique? Le risque, bien évidemment. Donc automatiquement, si jamais, premièrement, les actionnaires... Jamais tous ceux qui doivent payer avant n'ont pas assez. Alors, le conseil de résolution unique qui est en passe d'être créé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord éliminer, les activités désagréables en créant la good bank, comme ils disent, et la bad bank. Puis après, on va appeler l'actionnaire, le créancier, selon l'ordre de seniorité qu'on a vu. Et puis, in fine, le particulier qui a déposé de l'argent dans la banque. À hauteur de 100 000 euros, il est couvert, mais au-delà, il ne l'est pas. Sauf événement exceptionnel. Bon, donc, vous l'avez dit, on peut diversifier ses comptes pour être chaque fois en dessous de la limite des 100 000. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est vérifier quand même l'état financier de la banque. C'est quand même important. Et l'autre chose, c'est pas laisser son cash, pas laisser son cash naturellement en dépôt à la banque. Parce que l'assurance vie n'est pas concernée par ça. L'assurance vie n'est pas concernée. On a en France depuis 1999 un fonds de garantie des assurances de personnes, mais on sait qu'il y a 1800 milliards en assurance vie et le fonds ne dispose, à lire les textes, que de 750 millions. Ça peut pas aller jusqu'au double. Enfin, moi j'ai regardé le bilan. Le rapport du commissaire aux comptes, j'arrive à 458 millions. Donc il manque un peu d'argent. Enfin, c'est très très faible. Et là encore, il faut vérifier la solvabilité de la compagnie d'assurance. Il faut vérifier sa notation. Donc, et ce sont des données qui sont publiques avant de confier ses capitaux à gérer à cette compagnie d'assurance. Car je rappelle que nous sommes créanciers de la compagnie d'assurance. Nous ne détenons qu'une créance sur cette compagnie. Si cette compagnie fait défaut, nous perdons l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, Benoît, qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place pour nous protéger jusqu'à 100 000 euros en termes bancaires, mais en termes d'assurance vie... 70 000. Ouais. En termes d'assurance vie, c'est un peu inférieur. Ouais, avec un fonds de garantie qui n'a pas l'air bien solide non plus. Fonds de garantie qui, on voit dans les textes, il y a 750 millions, j'arrive à 458. Du coup, on peut se protéger là sur ce plan-là ou... Si nous disposons de capitaux relativement supérieurs. Là encore, de part... Il faut que tous nos contrats soient à 70 000 euros, pas plus. Je rappelle que c'est par souscripteur, donc s'il y a une co-souscription, on arrive à 140 000. Mais c'est relativement faible pour certains épargnants. Là, on peut leur conseiller de se tourner vers le Luxembourg, où le contrat d'assurance vie luxembourgeois offre un super privilège. En quelque sorte, il y a 3 garanties. D'abord, il y a une garantie qui repose sur le fait que le dépositaire est distinct de la compagnie d'assurance. Donc vous déposez vos titres dans un établissement qui est distinct de la compagnie d'assurance. Ensuite, le commissariat aux assurances luxembourgeois vérifie trimestriellement si les provisions qui sont en face existent. Et vérifie aussi que c'est bien sur un compte distinct, séparé du stock capitaux que détient la compagnie d'assurance. Et si la compagnie fait défaut, eh bien le commissariat aux assurances va ponctionner, va prendre les avoirs
ou la créance que détient l'assuré sur le souscripteur et va la déposer donc chez un autre compagnie d'assurance. Et idem si le dépositaire fait défaut. Donc, soit plusieurs contrats d'assurance vie à 70 000, soit on se tourne si on... On peut se tourner vers un contrat d'assurance vie au Luxembourg. On peut commercialiser ces contrats dans le cadre d'une directive de 92, la directive LPS, les prestations de services, et ces contrats effectivement offrent cette garantie-là. Cette garantie est en quelque sorte un super privilège, car on le voit, là où on est créancier chirographaire en France, on est créancier super privilégié au Luxembourg. Eh bien voilà quelques idées pour protéger votre épargne. Protection expliquée et détaillée par Benoît Lombard. Merci beaucoup Benoît pour Vitam régulièrement à nos côtés.